Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Merci d'être là pour ce nouveau café littéraire de l'impondérable. C'est le 222e café littéraire de l'impondérable que nous organisons. Nous organisons ce café littéraire chaque dimanche depuis maintenant presque 7 ans. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur et le grand plaisir de recevoir mon ami Habiba Jahnin, qui nous revient avec son 3e livre de poésie, avec des mots très profonds, très apaisants. Habiba Jahnin est aussi dans le cinéma, c'est une passionnée des arts. Habiba Jahnin, bienvenue au Café littéraire de l'Impondérable. Merci, merci beaucoup. Tout à l'heure, on disait qu'on ne s'était pas vu, toi et moi, depuis presque 20 ans, Oui, si ce n'est pas plus. Ouais. Mais bon, c'est comme ça. Alors, personnellement, j'ai beaucoup aimé ce livre. Je l'ai lu 2 fois, Traversé par les vents. Il y a le désert algérien, il y a l'Algérie, mais il y a aussi les quêtes que chaque femme, chaque homme peut faire dans sa vie. Et je dirais que ce sont des quêtes délicieuses. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de Traverser par les vents? Alors, ce que je peux dire d'abord, merci beaucoup d'être là. C'est vraiment, ça me fait plaisir de partager avec vous ce moment de poésie, parce qu'on en a besoin. Donc, Traversé par les vents, c'est un recueil de poésie que j'ai édité, donc qui est édité chez Bruno Doucet, et je l'ai composé, on va dire, juste après Fragments de la maison. En général, voilà, au bout d'un moment, il y a une quantité de poèmes que j'écris, et à un autre moment, je ressens le besoin d'éditer, pas très souvent, parce que justement, il faut le temps de digérer les poèmes, il faut le temps de savoir quel livre on a envie de faire, et quelle intensité, quelle chose on a envie d'y mettre, parce que c'est vraiment très délicat, parce que voilà, c'est quand même un partage de quelque chose de très personnel, et donc il faut du temps pour pouvoir bien comprendre là où on veut aller. Voilà. Ce texte devait s'appeler Terre inconnue, parce qu'il y a un poème à l'intérieur de ce recueil qui s'appelle Terre inconnue. Et puis au moment où c'est c'est le seul texte d'ailleurs où le mot Algérie apparaît, parce que en général dans tous mes textes, depuis très longtemps, depuis que je commençais à écrire il y a longtemps, il n'y a jamais le mot Algérie. C'est un texte que j'ai écrit parce que il y a à Alger, la Fondation Frédéric Chebert et une maison d'édition Barzakh ont lancé un projet juste un petit peu à la fin du Hirak, pour proposer à des personnes d'écrire sur quel rêve on a pour l'Algérie. Et comme j'étais déjà dans un texte qui était en train de s'écrire autour de ce qui est en train de se jouer en Algérie, j'ai écrit ce texte, Terre inconnue. Et parce que justement, peut-être dans ce texte, il y a beaucoup de choses, mais il y a quelque chose qui traverse, c'est que à chaque fois que je faisais des manifestations, j'allais marcher plutôt, plus que manifester, dans la rue les vendredis, je ressentais que que ce moment de l'histoire, c'était un moment en fait, de deuil. Et je sentais que toutes les personnes que nous avons perdues, que tous les disparus étaient là et ils marchaient avec nous. Et donc à partir de cette idée-là, j'ai construit ce poème. Et puis à la fin, quand j'ai fini ma composition de ce recueil, avec d'autres poèmes que j'ai écrits avant, et même certains poèmes que j'ai écrits quand j'avais 17 ans à l'intérieur, donc c'est très varié. Donc j'efface Terre inconnue et j'écris Traversé par les vents, et de façon totalement spontanée. Et peut-être quelque chose qui se travaillait à l'intérieur de moi-même sans que je m'en rende compte, et puis je me suis dit, il y a beaucoup plus de choses que ça, qu'une terre inconnue qui attend d'être réinventée. Il y a aussi des traversées, et pour moi la traversée c'est des choses, quand on se laisse traverser par les vents, il y a des choses qui restent en nous et des choses qu'on laisse partir, qu'on abandonne, qu'on laisse cheminer loin de nous. Et donc c'est ce moment-là où effectivement il y a un besoin peut-être pas de tourner des pages, mais en tout cas de laisser les choses peut-être qui doivent rester en nous, les garder de manière précieuse, et les choses qu'il faut laisser partir, on les laisse partir. Et
c'est un peu comme ça que j'ai construit ce recueil de poésie. Voilà. Alors, ce recueil est introduit par un extrait de Jalaluddin Rumi, le magnifique poète mystique persan. Je vais vous le lire. Je viens de cette âme qui est à l'origine de toutes les âmes. Je suis de cette ville qui est la ville de ceux qui sont sans ville. Le chemin de cette ville n'a pas de fin. Va, perds tout ce que tu as. Perds tout ce que tu as. C'est cela qui est le tout. Pourquoi ce choix de Jalaluddin Rumi? Bon, ça fait des années que je lis, que je me nourris beaucoup de la poésie mystique. Et dans mes 3 recueils de poésie, à chaque fois, je mets un exergue pour justement donner à lire des bouts de choses qui me travaillent. Et dans le premier, c'était un quatrain de Ahmad Khayyam. Et dans le deuxième, attends, une seconde. Parce que c'est important. Alors dans le deuxième recueil de poésie, c'est un poème de Mansour al-Hallaj. Et dans le troisième, c'est Jalaluddin Rumi. Et donc l'idée, c'est aussi de dire un peu ce qui traverse ma poésie. C'est-à-dire, je trouve toujours des bouts de poèmes dans la poésie mystique qui racontent de manière concentrée l'état dans lequel nous sommes, parce que la poésie, finalement, c'est une succession d'états et qu'on essaie d'immortaliser par des mots. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai toujours travaillé, parce que je trouve que la poésie mystique a une capacité de synthèse, parce qu'elle transcende les lieux, elle transcende les espaces, elle transcende les époques. Voilà, quelque chose d'immortel et d'éternel. Absolument. Et il y a aussi des personnages dans ta poésie. Parfois c'est dans le désert algérien, et ces personnages aussi vivent une autre vie, une vie presque mystique aussi. Oui, totalement. Ben, mes 2 recueils de poésie sont traversés par les personnes que je rencontre, et peut-être les personnes aussi que je ne rencontre pas. Voilà, parce qu'il y a aussi dans ce recueil de poèmes, alors bon, la figure je dis tout de suite que la figure de l'ermite est une figure vraiment centrale. Enfin, quand je dis centrale, ça ne veut pas dire que je parle que des ermites, mais centrale dans le sens où finalement c'est une figure qui pour moi concentre aussi, comme dans la poésie mystique, plein de choses, des choix de vie, et aussi une certaine poésie, un certain rapport à la terre, un certain rapport à la mort, un certain rapport à l'au-delà, qui est très intéressant pour moi, parce que voilà, c'est des personnes qui portent tout ça. Et donc, non seulement je parle précisément de deux ermites que j'ai fréquentés, donc un Messalem qui est décédé, Sid Laïn qui est décédé aussi, mais je parle aussi d'un autre homme que j'ai jamais connu et qui est dans la tête, dans l'esprit de tous les gens que j'ai connus à Timimoun. Je parle aussi des disparus en mer, des personnes qui ne sont plus là parce qu'elles ont choisi de traverser la mer à cause de la malvie, à cause du fait qu'il n'y a pas d'autres, que les gens ne sont pas autorisés à quitter le territoire sans visa, et que c'est des jeunes qui veulent vivre leur vie, et on leur interdit cette liberté individuelle. Et du coup, je parle aussi de ces personnes-là. Je parle des personnes que j'ai rencontrées à Timimoun, parce que Timimoun aussi c'est un espace où il y a beaucoup de jeunes Maliens et Nigériens viennent vivre, des femmes et des hommes. Et donc, forcément, on vit avec eux un laps de temps avant de les voir disparaître encore et partir ailleurs. Et toutes ces personnes-là, voilà, je pense que je ne peux pas ne pas parler. C'est pour ça que la Méditerranée n'est pas bleue. Exact. Voilà. C'est le titre d'un des poèmes. Je trouve aussi tes titres réussis. Comment tu les trouves? Ça commence par le titre, ou bien c'est l'inverse? C'est à la fin que tu donnes un titre à ton poème? En fait, la poésie, non, je cherche pas. Ça vient tout seul. Ça vient tout seul, comme le poème lui-même. Je pense que la poésie, c'est un peu comme le vent. Ça vient quand ça veut et ça part quand ça veut. Donc je le laisse arriver et je lui laisse une place, et puis après le titre apparaît tout seul.
Il n'y a pas de travail sur les titres. Je n'ai jamais travaillé un instant sur les titres. Très bien. Il y a aussi des clins d'œil à la femme, c'est tout à fait normal. Aux femmes. Aux femmes, bien sûr. Parce qu'à la Comme femme, celle qui regarde. Ah oui. Cette expression. Elle regarde par sa fenêtre. Vas-y. Désolée, je t'ai Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun souci. Mais je te comprends, bien sûr. Peut-être que tu pourrais nous lire un ou deux poèmes pour donner un peu une idée de ta poésie aux gens qui n'ont pas encore lu. Oui, puisqu'on parlait de la Méditerranée n'est pas bleue, peut-être que c'est intéressant de partager. La Méditerranée n'est pas bleue. Elle est rouge sang. L'océan n'est pas gris, il est en deuil. La mer du Nord n'est pas vert opale, elle est complice. Et la mer morte, quelle couleur a-t-elle? On peut l'applaudir, hein, c'est pas interdit. C'est pas obligé. Ça met de l'ambiance aussi, ça met de l'ambiance. Je crois, comme je disais tout à l'heure à Habiba, que nous avons besoin de poésie en ces temps très tourmentés à travers le monde, où il y a des guerres, où il y a de la haine, où la haine s'exprime ouvertement. Moi, personnellement, je trouve beaucoup de réconfort dans les poètes du monde entier. Et ce recueil peut aider justement, je disais qu'il était un peu apaisant, il peut être un salvateur pour certaines âmes. Un autre poème. Oui, puisqu'on a parlé d'Ami Salem, peut-être qu'on peut faire... Oui, bien sûr, Ami Salem, paix à son âme. Anachorète. Hier, j'ai regardé ces rites une à une. J'ai dévisagé les sillons de son âme pour dérouler le fil des ans qui ont tissé tant d'histoires sur sa peau. Hier, je me suis approché de sa demeure, frêle et éphémère, gardant les traces de sa vie nomade, terre meuble qui se déplace avec ses pas. Hier, je me suis approché de son oasis. Son dromadaire m'accueille larmoyant. Face à la dune, l'unique dune, il veille sur les rites de l'ermite. Il enfile ses poèmes un à un pour compter le désert. Il dit que les poèmes ne lui appartiennent pas. Les vents lui ont offert les vers et les tempêtes la mémoire pour les garder. Maintenant, c'est l'heure du thé. Le bois sec brûle. C'est le moment de se souvenir du sens des vents. Les plus belles histoires sont celles où les êtres s'aiment dans le dénuement, et les plus cruelles sont celles où les êtres se font la guerre dans l'opulence. Hier, j'ai regardé ces rites une à une. J'ai dévisagé les sillons de son âme pour dérouler le fil des ans qui ont tissé tant d'histoires sur sa peau. Merci. Merci. J'aime aussi ce poème Orange amer. Si tu faisais l'effort de le lire, ça serait bien aussi. Je vais le chercher avec les deux mains, c'est mieux. Sinon, tu me places. Voilà, c'est parfait. Alors, Orange amer se passe dans un endroit que tu connais, c'est Tichy. Oui, en fait. C'est juste là où il y a la grotte à Felou, la petite grotte, et la petite source. Et ce petit morceau de terre, c'est la terre de mes ancêtres. Tout petit morceau de terre, vraiment, minuscule. C'est assez intéressant d'ailleurs. Orange amer. Dans un jardin caché entre terre et mer, est née la poésie. Une maison en ruine, fragment d'un monde abandonné par les aïeux. Un oranger, une source, des orties. Ce petit morceau de terre entre ciel et mer m'apprit l'existence de l'orange amer. Je voyais dans son regard qu'il a goûté à ce fruit dans son enfance lointaine. Le ressac des vagues domine, je ressens les bruines sur mon visage. Mer proche dans mes souvenirs. J'ai marché en ce lieu pour en débusquer les mystères, pour entendre la voix des anciens. J'ai imaginé cet homme, enfant.
les pieds marchant sur le sable gris, le regard enfoui dans les profondeurs marines. J'ai imaginé la terre dans le creux de sa main. J'en ai humé l'odeur. Je le vois s'éloigner du vieil arbre pour me tendre une orange douce amère. Il venait de l'accueillir dans son paradis perdu. Bravo, bravo. C'est joli, c'est joli. Habiba, tu es aussi dans le cinéma. Est-ce que la poésie t'aide dans ton travail cinématographique? Oui, évidemment, si tu connais mes films, tu saurais que c'est oui. pour ça que je pose la question. Oui, oui, bien sûr, évidemment, parce que j'ai commencé à écrire de la poésie avant de faire des films, et je pense que la poésie, oui, elle occupe une bonne partie, enfin, elle occupe vraiment toute mon écriture, et je pense qu'il y a, enfin, je dis toujours qu'il y a vraiment, voilà, dans mes films, il y a toujours cette dimension poétique qui s'accompagne de la dimension politique. C'est les deux en même temps, les deux ensemble, et les deux peut-être pour aider à mieux digérer les choses, à mieux les comprendre, à mieux peut-être interroger d'autres espaces mentaux que l'espace politique seulement, d'aller plus loin que l'interrogation politique. Je pense que la poésie nous mène dans d'autres endroits, voilà, peut-être l'endroit de l'émotion, l'endroit du questionnement, l'endroit du passé, enfin d'autres endroits. Et je trouve ça intéressant. Absolument. Mais maintenant, je vais donner la parole à la salle pour des questions, des remarques. L'idéal, c'est que les questions soient concises, précises et brèves. Mais ça, c'est l'idéal, bien sûr. Si vous voulez parler longtemps, pas de problème. Alors, qui commence? C'est toujours le premier qui pose un peu de problème après. Alice Cherki. D'abord, je suis heureux que vous soyez ici. Merci d'être là. Je croyais que j'étais incognito. Moi, j'ai commencé par poser une question complètement stupide à Habiba, parce que moi, quand on s'est rencontrés, je ne savais pas que tu écrivais des poèmes. Alors, je voulais te demander, à quel âge as-tu commencé à écrire des poèmes? Ça a l'air idiot comme question, non, mais non. c'est la première que j'ai envie de te poser. Si, c'est une question importante. J'ai commencé à l'âge de 13 ans à écrire des poèmes. Mais très bien caché. Oui, exact. Et j'en ai pas beaucoup parlé, en fait. J'en parlais pas vraiment, mais c'est beaucoup plus tard que j'ai décidé. Moi, je pense que je dis toujours qu'il y a deux moments. Il y a le moment de l'écriture et le moment de l'édition. Quand on écrit, on pense pas forcément à éditer, parce que l'écriture vient taper à notre porte et on occupe voilà, c'était l'espace de l'écriture. Mais en fait, voilà, c'est beaucoup plus tard que j'ai pensé que c'était possible peut-être d'éditer. Et c'est encore un autre travail. Mais tu savais que c'est de la poésie? Madame. Si, allez-y, il n'y a pas de souci. Le partage, c'est toujours bien. Tu savais que c'est de la poésie? Oui, parce que je lisais déjà beaucoup de poésie. Donc je savais effectivement que je voulais écrire de la poésie. Voilà. Et au début, effectivement, il y a toujours cet aspect de mimétisme avec les poètes qu'on lit. C'est-à-dire, il y a quelque chose d'incroyable. C'est que, par exemple, quand on commence à lire des poèmes jeunes, j'ai commencé très tôt, genre à l'âge de 10 ans, 11 ans, et au fait, moi, ça me parlait tout de suite. C'est-à-dire, c'est comme si le langage de la poésie était quelque chose que je pouvais comprendre rapidement, et ça me touchait très fort. Et donc, on a envie de... Enfin, moi, en tout cas, j'avais envie de me lancer là-dedans, et voilà, j'ai ressenti que c'était un mode d'expression pour moi. Parce qu'en plus, voilà, c'était... et donc j'ai commencé, au début bien sûr c'est toujours comme ça, des petits pas de mimétisme, on essaye des choses, et puis après, moi j'ai compris que c'était vraiment, ça demandait beaucoup de travail, ça demandait vraiment un véritable investissement, l'écriture est un vrai boulot. Et donc j'ai commencé à investir ça de façon beaucoup plus sérieuse, et d'écrire beaucoup plus souvent, et de créer, enfin pas de créer, mais en tout cas de travailler suffisamment pour faire ressortir vraiment mon style à moi, c'est-à-dire vraiment ma singularité dans l'écriture. Ça a pris du temps, mais voilà, c'est du travail, c'est de l'exercice, et aussi se faire assez confiance pour y aller. Habiba Djalline, bienvenue au Café littéraire de l'Impondérable. Nous sommes heureux de vous recevoir. Vous êtes très influencé par la poésie mystique. Vous avez cité Halaj.
Rumi et Khayyam. Quels sont les poètes kabyles qui vous influencent? Alors c'est en premier lieu bien sûr dans l'oralité. Moi quand on était gamine, mes tantes récitaient les poèmes de Simhan Domhan. C'est-à-dire je l'ai toujours. Après je savais même pas que c'était Simhan Domhan en fait. C'est quand j'ai lu le livre de Mamri et que j'ai lu d'autres livres qui ont repris ces poèmes que j'ai compris que c'était lui. Et c'est des poèmes qui sont dans ma tête, ils sont là. Et mes grands-mères et mes tantes parlent en poésie, en plus des poèmes kabyles, etc. Et je pense qu'une partie des poèmes qu'elle déclamait, je pense que c'était des poèmes de femmes et par exemple de Hnifa, par exemple de Mashrifa, par exemple de ces poétesses kabyles. Et donc ça a toujours occupé bien sûr cet espace de poésie. Ouais, beaucoup. Après je suis plus sensible à la poésie de Matoblounes que la poésie d'Ait Megelet. Mais même si je trouve que Ait Megelet est très fort, mais c'est une question de sensibilité avant. Mais moi je trouve que par exemple Matoblounes a une écriture immense, surtout quand c'est de la poésie. Hein. Je ne parle pas de ces textes qui sont des manifestes. Je parle vraiment de son côté... Voilà, de son écriture poétique pure. C'est pour la thématique? Non, pas du tout, c'est la forme aussi. C'est pas seulement la thématique. Je crois qu'il a une manière de travailler la langue qui me bouleverse. C'est surtout ça. Ou l'engagement peut-être? L'engagement, ça vient en deuxième lieu. D'accord. Voilà. C'est vraiment l'engagement, c'est vraiment, je parle de la poésie pure, là où vraiment il travaille ses poèmes. Je parle pas de ces textes qui sont des manifestes, qui sont des sortes de déclarations, des sortes de... Je ne parle pas de cette partie-là de son travail, je parle vraiment de la partie poétique, que j'adore. Voilà. Sinon, il y en a plein d'autres, ça ne me vient pas à l'esprit tout de suite. Alors, il y a Mohia, que j'ai écouté, mais lui, c'est beaucoup plus du théâtre, mais j'aime bien sa poésie absurde. J'adore ses poèmes où il a des listes entières de choses qui lui arrivent dans la journée. Il y a quelque chose de complètement absurde dans son écriture, et j'adore ça aussi. Il est très fort là-dessus. Mais ce qui est bien avec Mohia et Simhan Domhan, c'est qu'il y a quand même une dimension de l'oralité, c'est-à-dire c'est des poèmes presque musicaux, et on a envie de les entendre plus que de les lire. Et c'est vraiment bon. Oui, madame. Tu écris dans quelle langue? En français. Non, mais ça va, je pense que c'est vrai. Oui, j'écris en français, directement. Ouais. Par rapport à ce que tu dis, les sonorités des poètes que tu lis. Moi, je pense que j'écris en français, mais j'écris en français algérien. C'est-à-dire avec vraiment une charge culturelle et métaphorique qui est totalement de la culture algérienne. C'est-à-dire qu'on entend toutes les métaphores, je pense beaucoup de gens me l'ont dit, on entend les métaphores qui viennent d'ailleurs, qui viennent de toutes les influences et de toutes les... des parcours, des choses qu'on a entendues, etc. Voilà. Vous écrivez en français avec un imaginaire algérien. Tout à fait. Voilà. Et puis un imaginaire, pas que algérien, mais je pense plutôt, aussi avec des influences africaines, des influences aussi, toute la littérature, peut-être aussi française, plein de choses, mais il y a quand même cette façon de façonner les mots et la langue qui fait que effectivement il y a une singularité pour chaque poète, parce qu'elle est là la singularité, justement, elle est dans la façon dont on façonne les mots pour dire des choses. Oui, Majid. Justement, cette manière de façonner. Merci Aviva pour ce travail, c'est magnifique en fait. Je reviens sur ce poème, la Méditerranée n'est pas bleue. Là, vous parliez de façonner les mots, parce que je pense, je suis même sûr que chaque mot a sa portée. Et pourquoi le choix de cette couleur rouge sang pour la Méditerranée, justement? Je crois que c'est un peu évident. Je pense que je parle beaucoup plus, c'est tous les jeunes qui meurent en Méditerranée. Voilà, c'est-à-dire que la Méditerranée devient un cimetière. Et, voilà. Et du coup, la mer morte, on n'a toujours pas sa couleur. Oui, mais ça c'est de la métaphore. Oui. C'est une ouverture. Très bien. Est-ce qu'on pourrait dire la peur en héritage? Toi, tu y vas fort, hein. Tu me coinces là.
Oui, je vais le lire. Je vais le lire. Ouais, c'est un poème que j'ai écrit il y a pas mal d'années. Il est lent, je vous préviens, hein, donc accrochez-vous. Il y a longtemps, oui. Il y a longtemps, et puis il a été édité une première fois dans une revue. Et puis après, bon, voilà, je me suis dit, il faut que je continue à le faire exister ici. La peur en héritage. Qui n'a pas connu... Pardon, je vais juste boire un peu d'eau, parce que je commence à... Qui n'a pas connu le point fixe? Cet endroit vrai ou imaginaire, ce lieu sur lequel se fige notre émotion, des secondes, des minutes, des mois, des années, pour toujours. Qui n'a pas connu le point fixe? Celui qui s'impose comme le lieu de notre errance, après qu'il l'inacceptable est commis, après l'horreur, la disparition, le viol, la décapitation, l'assassinat, la déflagration. Après avoir été le témoin, le parent, le frère, la sœur, le père, la mère, le collègue, l'ami, le voisin, le passant. Ce point sur lequel se fixe le goût de l'eau boueuse, de sang, de bile, déserté qu'il est par l'enfance, l'amour, la confiance, le rire, l'insouciance, les larmes, les mots, les syllabes. Qui n'a pas connu le point fixe qui devient le lieu du silence, le passé se transformant perpétuellement en présent, douleur cruelle. Ce point qui devient le départ d'une ligne de fuite sur laquelle se construira peut-être le possible récit. Nous ressemblons alors à des champs de mine. À chacun de nos pas peut se produire une déflagration. Déminer, c'est refaire parcimonieusement le chemin, se frayer une des voies possibles qui mènent à la réconciliation avec nous-mêmes. Nous avons traversé des champs de bataille invisibles, tellement invisibles qu'il n'y a que nos cœurs qui peuvent les voir. Nous avons traversé des champs de bataille inénarrables, tellement inénarrables qu'il n'y a que nos amnésies qui savent les raconter. Nous avons traversé des champs de bataille tels des foules aveugles, ne sachant qui est l'ennemi, nous sachant quelle est la raison de la bataille. Que reste-t-il de tout cela? Que reste-t-il de la bataille? Il reste la peur. Incrustée dans nos corps comme une mauvaise peau. La peur. Quel est ce bruit sourd qui ressemble tant à la terreur? Quelle est cette terreur qui s'installe sourdement, lentement, sans qu'on y prenne garde? La peur vient déformer nos vies, nos habitudes, nos sentiments, nos convictions. Incrustée dans nos vies comme une mauvaise peau. La peur. Il reste la peur. La peur comme butin de l'absurde terreur. La peur pour penser, s'enfermer, se cloîtrer, se détester, s'oublier, s'exiler, se suicider, s'engloutir dans un abîme sans repère. Dans cet abîme, il y a encore le récit de l'impossible à construire. Il y a encore la scénographie de la parole silenciée à laisser naître. Tenter les impossibles mots, mots qui disent l'indicible, citent, témoignent. Cela au risque de se tromper, au risque de faire et de refaire l'exercice de l'impossible. Le fait de l'impossible récit rend le récit possible. Il nous éloignera de ce point fixe que nous connaissons tant. Bravo. Et ça, c'est vraiment un poème qui m'a été inspiré par les rencontres que j'ai fait dans les ateliers que j'ai encadrés pendant des années, et par quelque chose de l'ordre de la peur qui était dans la vie des jeunes qui n'ont pas vécu directement la guerre civile, mais on voyait qu'ils avaient des traces de cette peur, des choses qui étaient en eux, qu'ils ne savaient pas dire, mais qui étaient là, présentes. Et donc, un jour, voilà, ce poème est sorti parce que je me suis dit, il faut que je parle de cette chose que je vois chez eux et que j'ai senti que la peur avait été léguée presque.
Vas-y, pas. On t'entend pas. On t'entend pas. Alice. Non, je dis bravo et merci. C'était important. Alors, madame. Et Habiba, je veux revenir à ce que tu as dit à propos de tes débuts. Quand tu dis que j'ai cherché à trouver ou à avoir mon propre style pour une jeune comme ça, tu te souviens de cet exercice? C'est-à-dire comment tu as fait comment tu t'es construit pour te débarrasser? Surtout, tu as dit que tu as beaucoup lu, que tu étais influencé par plusieurs poètes. Donc, c'était pas évident de s'en sortir, de trouver ton propre style. Tu te souviens comment tu as travaillé ça? Oui, je me souviens surtout que ça a pris beaucoup d'années. Et je me souviens effectivement que c'était vraiment j'avais vraiment envie d'écrire. C'est-à-dire l'écriture occupait de plus en plus un espace. Voilà. Et bon, après, collectivement, on écrivait aussi à plusieurs parce qu'on faisait des petites revues de poésie, etc. Mais moi, j'avais toujours ce moment secret, peut-être, dans lequel je travaillais toute seule ma poésie, dans lequel, en fait, je pense que ce travail, c'est surtout s'autoriser à aller chercher, écouter ses émotions et chercher comment dire les choses qui te traversent, de manière sincère. Et c'est tout un travail, et de manière, on va dire, totale, presque. Aller jusqu'au bout des choses. Et ça, c'est vraiment du temps pour pouvoir y arriver. Et petit à petit, j'ai travaillé ça. Après, des fois, j'y arrive, des fois, j'y arrive pas. Mais en tout cas, je sais que ça m'a pris des années. Voilà. Mais après, voilà. Après, moi, comme je lis beaucoup, ça continue. Le travail d'écriture continue. Le travail aussi de me laisser aussi porter. Mais au bout d'un moment, j'ai senti que j'étais débarrassée quand même de toutes les influences et que finalement j'arrive à aller dire ce que j'ai envie de dire. Et pareil dans le cinéma? Non, pas exactement, non. Le cinéma, c'est d'autres choses qui se jouent parce que finalement, moi, le cinéma, ma façon de faire du cinéma, c'est que, enfin, tu le sais déjà, mais je vais le dire, c'est que je ne travaille pas toute seule. Je travaille avec les autres. Tout ce que je construis, je le construis avec les autres. Même si c'est moi qui réalise, mais quand même, je travaille avec les autres. Et donc, même les protagonistes, finalement, m'aident à construire les séquences, à construire le style, à construire la façon dont ils veulent être filmés et à débattre de tout ça. Donc c'est quand même c'est pas exactement le même travail. Surtout que l'écriture c'est un travail de solitaire et c'est un travail vraiment d'introspection, alors que le cinéma au contraire c'est d'aller vers les autres. C'est un exercice un peu opposé. Bon, avant d'aller vers la dédicace, peut-être qu'on a oublié quelque chose, Habiba, ou bien tu as quelque chose à dire de spécial? C'est à toi. Non. C'est sûr que vous avez envie de dire quelque chose. Alors, eux, ils ont pris la parole. Pas tout. Il y a quelqu'un qui veulent dire des choses, peut-être. Vas-y. Merci. Non Vas-y. Ah oui, bien sûr. Peut-être c'est un peu trop tard. Non, c'est pas trop tard. C'est jamais trop tard. Bonsoir. Je ne sais pas si je vous vois ou je vous tutoie. Tu peux me tutoyer. Ma question, c'est quel rapport tu as à ce que tu écris d'une manière rétrospective? C'est-à-dire qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui se passe quand tu te relis? Est-ce que jusqu'où continue en fait cette aventure parce que c'est j'ai l'impression qu'avec la poésie ça s'arrête jamais en fait. Exact. Donc aussi à quel moment tu arrêtes d'écrire un texte et tu arrêtes de le comprendre enfin je sais pas si ma question il y a deux questions dans ta question. Déjà oui, il y a une troisième qui se profile à l'horizon. Mais vas-y continue. Vas-y. C'est bon. Ça va. Alors oui, en fait il y a deux questions dans ta question. C'est que la première c'est le rapport à la poésie. C'est vrai qu'il se poursuit. C'est vrai qu'il se poursuit. Il se poursuit parce que des fois on oublie ce qu'on a écrit, réellement. C'est-à-dire on n'est pas toujours collé, moi je ne suis pas collé à ma poésie 24 heures sur 24. Des fois il y a des années où je ne la relis pas et voilà. Et c'est même les autres qui la lisent peut-être et qui me font des retours. Et à quel moment, par contre, la deuxième question, donc
c'est à quel moment je dis que le poème est terminé, c'est le poème lui-même qui décide. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui se passe en termes... et c'est pour ça que dans la poésie, il y a une dimension mystique. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire... mystique, c'est pas religieux. Hein. Le mysticisme, c'est autre chose. C'est vraiment quelque chose, un rapport avec le monde invisible, et tu ne sais pas à quel moment arrivent les choses, comment elles s'installent, voilà, comment elles s'expriment. Et à un moment de... Enfin, en tout cas, mes poèmes, à un moment donné, je sais que c'est terminé. Je sais que c'est terminé parce qu'il y a un travail sur les mots, un travail sur la musicalité du texte, aussi un travail sur une sorte de suspension, parce que moi j'aime bien que mes poèmes soient suspendus, qu'ils ne soient pas complètement dans une sorte d'expliquer le monde. Ce n'est pas mon but, ce n'est pas mon rôle, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et aussi parfois se débarrasser des pesanteurs. Par exemple, souvent, l'exercice le plus important dans la réécriture, c'est surtout épurer. C'est surtout se débarrasser des choses qui rendent les choses plus lourdes pour rien et qui peut-être vont troubler la lecture ou la compréhension. Voilà. C'est ça en fait le chemin. Mais les poèmes, après franchement, mes poèmes je les oublie vite. Des fois quand je les relis, j'ai l'impression que c'est pas les miens. Voilà. Et c'est vraiment le moment de la composition du recueil où il y a une sorte de... Voilà, je me réapproprie un peu mes poèmes. Parce que des fois, il y a des poèmes que j'écris, après je ne les relis pas pendant 4-5 ans, et après, quand je commence à me dire, tiens, ce serait bien que j'édite, je commence à retravailler des choses, ou à relire tout simplement. Je retrouve dans tes réponses, les réponses que tu m'avais données dans une interview il y a plus de 20 ans pour Algérie News. Oui, une interview qui est dans un livre aujourd'hui, qui est dans Éveiller les consciences, donc entretien avec 22 écrivains algériens. Tu es la seule femme d'ailleurs, on me l'a reproché d'ailleurs, mais à l'époque il n'y avait pas beaucoup de femmes qui écrivaient à Alger, donc c'était un peu pour cela. Donc c'est paru il y a 2 ans chez Ford Édition à Paris. Merci à vous toutes et à vous tous d'être venus. Place à la dédicace. Merci Habiba. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci.